Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment l'exercice type bas-corps, force de Lorentz. Dans ce sujet, je vais vous apprendre à maîtriser plusieurs techniques et à résoudre un exercice de force de Lorentz. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la lecture de cet exercice d'abord et après cette lecture, nous allons commencer la résolution de cet exercice. Force de Lorentz, prépare. Exercice. On se propose de déterminer les caractéristiques du champ magnétique B pour que le faisceau d'électrons ressorte au point O' du dispositif. Le faisceau d'électrons émis en K avec une vitesse négligeable est accéléré entre deux plaques P1 et P2 par une différence de potentiel dDP U. Ce faisceau pénètre en haut avec une chambre à vide où règne un champ magnétique uniforme B. Donné OC égale à CO' qui est égal à L qui est égal à 5 cm. Q égale à la charge élémentaire qui est égale à moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. La masse égale à 9,1 10 puissance moins 31 kg. La tension égale à moins 500 volts. Tu es sollicité pour aider à déterminer la valeur de ce champ magnétique. En 1, énoncer le théorème de l'énergie cinétique. En 2, à l'aide du schéma du dispositif, en 2.1, faire le bilan des forces qui agissent sur le faisceau d'électrons entre P1 et P2. 2.2. Déterminer la vitesse V0 de l'électron au point O. 3. Dans la chambre à vide où règne un champ magnétique uniforme B. 3.1. Citer là où les forces qui s'appliquent sur les faisceaux d'électrons. 3.2. Déterminer le sens de champ magnétique B. 3.3. Montrer que le mouvement est 3.3.1 uniforme, 3.3.2 plan, 3.3.3 circulaire. 4. Déterminer la valeur B du champ magnétique B. Et, chers amis, vous avez donc ici un schéma de la force de Lorentz. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre un exercice de force de Lorentz. Comment procéder à un tel sujet? Chers amis, à présent, je vais vous demander de suivre attentivement la résolution de ce problème. Ici, la première question 1 est d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Énonçons le théorème de l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Lorsque vous voulez énoncer le théorème de l'énergie cinétique, vous êtes obligé d'abord de mettre la formule et parler de cette formule. Après avoir placé la formule, vous dites, dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique entre deux points, quelconque soit A et B, ces points, est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à ce système. Alors, vous allez mettre d'abord la formule entre A et B, ces points que vous allez choisir, est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à ce système.
Une fois que vous avez choisi A et B comme les points quelconques, vous pouvez donc parler de cette formule-là. Pour ce faire, vous procédez comme suit. Dans un référentiel, supposé galiléen, et vous dites la variation de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique entre deux points quelconques, soit A et B ces points, et vous dites est égal à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à ce système. Alors, chers amis, chaque fois si vous rencontrez l'exercice de physique et l'on vous demande d'énoncer le théorème, c'est de réciter le cours. Mais comment on réussit à réciter le cours? Je vous impose impérativement la formule. Une fois que vous avez donné la formule, sachez bien que vous allez donc parler de cette formule. Chers amis, lorsque vous rencontrez un exercice, vous devez faire la lecture plusieurs fois, surtout en physique. Une fois que c'est bon, c'est que vous aurez besoin de cette information-là pour déterminer peut-être l'une des questions suivantes. Au pas, vous nous laissez. Chers amis, à présent, vous savez ce que l'on appelle énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Nous allons donc passer à la prochaine question qui nous dit, à l'aide du schéma du dispositif, de faire le bilan des forces qui agissent sur les électrons entre les deux plaques. Donc, à présent, nous allons mettre la question en deux. À l'aide du schéma du dispositif et la question posée porte le nom de 2-1. Nous allons dire, faisons le bilan des forces qui agissent sur le faisceau d'électrons entre les deux plaques P1 et P2. Pour répondre à cette question, chers amis, il faut faire le schéma ainsi que donner toutes les forces qui agissent. Chers amis, vous devez montrer le schéma. Une fois que vous montrez le schéma, l'un a K et l'autre, l'un a O. Les deux plaques dans le sujet portent le nom de P1 et P2. Chers amis, là, nous avons encore un schéma qui se présente sous cette forme. Alors, quelles sont les forces? Et ici, il s'agit de quelle chambre?
la chambre accélératrice. Dans la chambre accélératrice, il existe une force appelée force électrostatique. Alors, chers amis, il s'agit donc d'électrons à présent. Le but du sujet, c'est d'aller dans la partie appelée chambre de déviation. La force électrique va suivre le sens du mouvement. Étant donné que le schéma continue sur ce côté, vous êtes obligé et impérativement obligé de placer la force électrostatique. Dans ce cas-là, chers amis, nous allons donc dire que le sens de la force électrostatique va dans le sens du mouvement. Ce qui sous-entend que la force électrostatique va aller dans ce sens-là. Une fois que l'on a représenté la force électrostatique, nous allons donc représenter le champ E. Étant donné qu'il s'agit de électrons, ce qui sous-entend que Q est inférieur à 0, E et FE seront de sens opposé. Si E et FE sont de sens opposé, par conséquent, nous pouvons donc être fiers de représenter le champ électrique. Le champ électrique va s'opposer à la force électrique. Dans ce cas-là, nous obtenons le champ E. Et pourquoi la force électrique et le champ électrique ne vont pas dans le même sens? Parce que Q est inférieur à 0. La force électrique va dans le sens normal du sujet. Dans ce cas-là, nous allons donc avoir comme système les électrons. Nous allons donc dire le système, il s'agit des électrons. Alors nous allons mettre les électrons. Nous allons parler de référentiel. Et le référentiel, nous pouvons prendre laboratoire supposé galiléen, ou du moins ça, terrestre supposé galiléen. Une fois que c'est fait, nous allons donc donner le bilan des forces. Alors, le bilan des forces, il s'agit donc de quelle force? Si nous sommes dans la chambre accélératrice, la force ne peut que s'appeler la force électrique. Car la chambre est appelée chambre accélératrice. Cette force porte le nom de FE, appelée force électrostatique. Dans ce cas-là, chers amis, nous avons donc fait le bilan des forces qui s'agissait sur le faisceau d'électrons entre P1 et P2. Chers amis, il faut savoir que les électrons quittent du point K pour aller au point O. C'est-à-dire, la phase accélératrice serait caractérisée par la force électrostatique. C'est-à-dire, le sens que nous montrons montre aussi le sens de la force électrostatique. C'est-à-dire, le mouvement s'effectue de la plaque P1 vers la plaque P2, car il y a accélération des particules. Une fois que nous avons marqué FE là et E ici, nous allons donc mettre sur le schéma. La flèche de E permet d'utiliser ici le signe moins, car E déploie les potentiels. Et l'addition. À présent, nous avons donc terminé cette question. Nous allons donc poursuivre et répondre à la prochaine question qui est intitulée déterminons la vitesse V0 de l'électron
au point O. Comment déterminer la vitesse de l'électron au point O? Chers amis, une des questions les plus faciles du sujet. Pour déterminer la vitesse de l'électron au point O, il faut donc utiliser le même théorème qui était posé comme première question. Si dans un sujet, un professeur vous demande d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique et il vous pose une question qui est appelée vitesse, c'est que c'est l'énergie cinétique que vous avez énoncée que vous devez utiliser pour calculer. Mais si la question du sujet est d'énoncer le théorème du centre d'inertie, alors si l'on vous demande de déterminer l'accélération, c'est ce même théorème de centre d'inertie qu'il faut utiliser. Ça, c'est un secret que je vous enseigne. Comme l'une des questions était énergie cinétique, alors pour calculer la vitesse, je vais donc appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Ici, les deux points que je vais utiliser ne vont pas s'appeler A et B, car A et B étaient les points quelconques que j'ai choisis. Dans notre sujet, nous quittons le point K pour aller au point O, ce qui sous-entend que je vais donc utiliser la variation de l'énergie cinétique entre K et le point O. Pour ce faire, je vais donc dire, appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique s'applique entre deux points. Alors, quels sont ces deux points entre K et O? Une fois que c'est dit, nous allons donc passer à la formule qui nous dit la variation de l'énergie cinétique entre K vers O est égale à la somme des travaux des forces extérieures entre K vers O. Une fois que nous connaissons cette information-là, nous allons donc traduire sous la forme suivante. Énergie cinétique de O moins énergie cinétique de K, c'est-à-dire on fait final moins initial, égale à travail de FE. Une fois que c'est fait, nous allons donc donner plusieurs informations ici. Un demi de M, V0 carré moins 1 demi de M, VK, qui est égal à travail de FE. Travail de FE est égal à Q multiplié par la tension. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc faire passer le 2 là. On obtient MVK moins V0 moins VK est égal à 2 fois Q multiplié par la tension. Une fois que nous trouvons cette information, nous allons donc signifier plusieurs informations dans le sujet. La vitesse VK est égale à 0 car le sujet nous dit on part du point K sans vitesse initiale. C'est-à-dire on part du point K avec une vitesse négligeable. On part du point K avec une vitesse négligeable. Ce qui sous-entend que la vitesse au point K est égale à 0. Il restera donc M V0 au carré qui est égal à 2 fois Q multiplié par la tension. Nous allons donc avoir V0 au carré est égal à 2 fois Q fois la tension sur la masse. Une fois que c'est fait, nous allons donc signifier que Q égale à moins E, car nous sommes dans le cas de l'électron. Une fois que cette information est traduite, nous allons donc avoir V0 au carré égale à 2
fois moins E multiplié par la tension du sujet sur la masse. Dans ce cas-là, nous allons donc tirer V0. Et V0 serait donc égal à la racine carrée de moins 2E U sur R. On pourra effectuer le calcul. Pourquoi? Parce que la tension du sujet est égale à moins 500 volts. Étant donné que la tension du sujet est inférieure à 0 et aussi la charge U est inférieure à 0, inférieur multiplié par inférieur donnera donc supérieur. V0 égale à la racine de 2 fois E est égal à 1,6 puissance moins 19 multiplié par 500 sur la masse 9,1 10 puissance moins 31. Alors, chers amis, nous allons donc effectuer le calcul. Nous trouvons 1,32 59 10 puissance 7 mètres par seconde. Alors à présent, nous venons de trouver la vitesse V0. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, la charge appelée E était négative. Le signe de la charge multiplié par la tension qui est aussi négative, les deux vont être multipliés pour donner l'addition. Voici pourquoi ces deux écritures ne possédaient pas de signe moins. Alors, nous allons répondre à la prochaine question qui demandait en 3 de citer là où les forces qui s'appliquent sur les faisceaux d'électrons. Alors, à présent, nous allons donner l'information de 3 qui nous dit dans la chambre à vide où règne un champ magnétique uniforme B. Alors, la question posée porte le nom de 3.1. Citons là où les forces qui s'appliquent sur les faisceaux d'électrons. Alors, à présent, nous sommes dans la chambre de déviation. Lorsque vous êtes dans la chambre de déviation, vous devez donc illustrer un schéma qui montre que vous êtes dans la chambre de déviation. Ici, vous avez donc le point O. Après, vous avez donc O', et là, vous avez donc C. Une fois que c'est fait, vous fermez votre schéma et vous placez B. Alors, comment déterminer la force qui existe dans cette chambre? Cette chambre porte le nom de chambre de déviation. Et pourquoi? Car les électrons vont être accélérés et leur vitesse portera le nom de V0. Une fois accéléré, dans cette chambre, le champ B va permettre la déviation des particules. Et les particules seront déviées vers O'. Nous allons donc dévier ces particules vers O'. Une fois que nous dévions ces particules vers O', nous allons donc retenir que
la force magnétique est une force qui permet de montrer le sens de déviation. Étant donné que le sens de déviation a lieu vers le bas, il est impératif de placer la force magnétique sur l'endroit que vous êtes en train d'utiliser. Comme la déviation se fait vers le bas, nous sommes en train de montrer la force magnétique. Car la force magnétique suit la déviation. Si la déviation se faisait vers le haut, la force magnétique allait donc se placer vers le haut. Pour placer la force magnétique, l'on n'a pas besoin de connaître le sens de la charge Q. Si la charge Q est positive comme négative, on n'utilise pas pour pouvoir déterminer la force magnétique, car la force magnétique suit la déviation. Si la déviation se place vers le haut, la force magnétique doit se situer vers le haut. Si la déviation se fait vers le bas, la force magnétique doit se situer vers le bas. Alors ici, quelle est la force que nous rencontrons? Nous sommes dans une chambre appelée chambre de déviation. Dans cette chambre existe un champ magnétique. Et le champ magnétique fait intervenir une force appelée force magnétique, qu'on appelle force de Lorentz. Alors il faut retenir, et c'est très important, que la force de Lorentz est appelée la force magnétique. Alors à présent, nous allons donner une information principale appelée l'étude dynamique. Qui parle de l'étude dynamique parle de système, de référentiel et de bilan des forces. Nous allons donc mettre là le système. Le système définit le référentiel et terminé en beauté par le bilan des forces. Le système, il s'agit ici des électrons. Le référentiel, laboratoire supposé galiléen ou terrestre supposé galiléen. Une fois que vous avez donné cette information, sachez bien que la chambre de déviation produit une force appelée force magnétique. Mais la chambre accélératrice produit une force appelée force électrique. Ne pas confondre ces deux chambres. Mais la chambre où règne à la fois la force magnétique et le champ électrique est appelé filtre de vitesse. Son intérêt permet de séparer les isotopes d'un même élément ou appelé d'une même vitesse. Alors, chers amis, ici, de quelle chambre il s'agit? Je répète une deuxième fois, il s'agit de la chambre de déviation. Et pourquoi? Parce que nous voyons pleinement une force appelée force magnétique. Alors, la force magnétique arrive parce qu'on a un champ magnétique appelé champ B. C'est à vous de trouver si le B est sortant ou le B est entrant. Pour le moment, le but de ce exercice ou de cette question est de savoir si vous allez donc trouver le système, le référentiel et le bilan des forces. Et quand on a cette chambre appelée chambre de déviation, nous allons donc mettre comme bilan des forces la force magnétique. Cette force magnétique peut elle s'appeler la force de Lorentz. Alors, nous allons dire qu'il s'agit de la force magnétique. Une fois que nous avons donné une information sur la force magnétique, à présent, nous avons donc répondu à la force qui agissait lorsque on avait un faisceau d'électrons. Nous allons donc répondre à la prochaine question qui est appelée 3-2. Et 3-2 nous demande de déterminer le sens de champ B, de déterminer le sens de B. Comment déterminer le sens de B? Il s'agit ici de répondre à plusieurs questions appelées entrant ou sortant. Lorsque vous voyez la peau, ça sous-entend que ça sort. Lorsque vous voyez le dos de la main, ça sous-entend que ça entre. Lorsque Q est inférieur à 0, les quatre doigts n'iront pas dans le même sens que la vitesse.
Mais si Q est supérieur à 0, les 4 doigts iront dans le même sens que la vitesse. Nous allons reprendre. Si Q est supérieur à 0, les 4 doigts et la vitesse iront dans le même sens. Si Q est inférieur à 0, les 4 doigts n'iront pas dans le même sens que la vitesse. Alors à présent, chers amis, nous devons connaître l'information entrant ou sortant. De quoi il s'agit. Nous avons donc trouvé la vitesse V0. Nous avons aussi donné le sens de Fm. Une fois que cette information est traduite, nous pouvons être fiers de savoir que ici, nous sommes dans le cas de l'électron. Et si vous êtes dans le cas de l'électron, ça sous-entend que Q est égal à moins E, ce qui sous-entend que Q est inférieur à 0. Si Q est inférieur à 0, automatiquement, vous devez savoir que Q supérieur à 0 comme Q inférieur à 0, le pouce indique dans tous ces deux cas-là la force magnétique. Si Q est supérieur à 0, le pouce indique la force magnétique. Si Q est inférieur à 0, le pouce indique la force magnétique. Mais sachez que c'est la règle de la main droite. Si vous utilisez la règle des 3 doigts, c'est la vitesse qui est indiquée par le pouce. Si vous utilisez la règle des 3 doigts, c'est la vitesse qui est indiquée par le pouce. Ici, c'est la règle de la main droite que je vais utiliser. Dans la règle de la main droite, le pouce indique la force magnétique. Les 4 doigts indiquent Q. Dans ce cas-là, nous allons donc suivre à présent. Q est inférieur à 0. Je vais donc placer ma main sous cette forme. Ce qui signifie que mes 4 doigts et la vitesse ne vont pas dans le même sens. Ce qui signifie que la force magnétique va dans le même sens que le pouce. Ce qui sous-entend que je vois le dos de la main. Si vous voyez le dos de la main, alors c'est que B est entrant. Nous allons donc répéter cette information. Lorsque Q est inférieur à 0, les 4 doigts n'iront pas dans le même sens que la vitesse. Le pouce indique le sens de la force magnétique, ce qui sous-entend que le sens de B est entrant. Si le sens de B est entrant, cher ami, qu'est-ce qu'il faut savoir par la suite? Nous avons dit que d'après le schéma, plusieurs informations vont découler de tout ce qu'on a donné comme information. Ce qui sous-entend que d'après la règle de la main droite, le courant rentre par le poignet et sort par les doigts. Le pouce bien écarté indique le champ B. Ce qui sous-entend que dans notre cas-là, B est entrant. Et le pouce indique Fm. Les 4 doigts, à l'exception du pouce, indique Q. Et Q et V sont opposés. Q et V sont donc opposés. Alors, je viens de tout apprendre. Il s'agissait ici de dire que c'était entrant, pas de justifier.
Mais je viens de vous apprendre une information capitale. Nous allons nous poursuivre en répondant aux autres questions. 3-3. Montrons que le mouvement est 3-3-1 uniforme. 3-3. Montrons que le mouvement est 3-3-1 uniforme. Comment montrer que le mouvement est uniforme, chers amis? Pour montrer que le mouvement est uniforme, vous devez d'abord faire le tir dynamique. Après avoir fini de faire le tir dynamique, vous devez appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Après le théorème de l'énergie cinétique, vous devez donc trouver la vitesse qui serait donc identique à une vitesse prime. Une fois que cette hypothèse est donnée, alors si deux vitesses sont identiques, ce qui sous-entend que le mouvement est uniforme. Donc, chers amis, qu'est-ce que nous devons faire? Le système, le référentiel et le bilan des forces. Nous allons donc remarquer que tous ces trois-là, nous allons marquer une information principale appelée idem. Ce qui sous-entend que nous avons déjà répondu à ça. C'est qui signifie la même chose. Idem signifie la même chose, c'est-à-dire le système, il s'agit toujours de l'électron, le référentiel qui est supposé être linéaire et bilan de force, la force magnétique. Une fois que cette information est traduite, nous allons donc dire appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Et ce théorème s'applique entre deux points. Entre, et je vous imposerai, entre O et O'. Dans ce cas-là, chers amis, qu'est-ce que vous devez savoir? Ici, vous utilisez donc la propriété variation de l'énergie cinétique en O vers O' est égale à somme des travaux des forces extérieures entre O vers O'. Ce qui sous-entend l'information principale, énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égal à travail de Fm. Ce qui sous-entend une information capitale. Travail de Fm est égal à puissance fois le temps. En force de Lorentz, cette valeur donnera 0. Ça sous-entend que Fm ne travaille pas. Si Fm ne travaille pas, on aura donc énergie cinétique prime moins énergie cinétique est égal à 0, car Fm ne travaille pas. Puisqu'on a dit que le travail de Fm est égal à 0, nous allons donc remplacer cette valeur par 0. Ce qui sous-entend que l'énergie cinétique prime serait identique à l'énergie cinétique 5. Dans ce cas-là, on obtient V0. Avec si jamais vous voulez mettre un demi comme ça, vous allez donc avoir V0 carré est égal à 1 demi de R V0 au carré. Ce qui sous-entend après simplification, nous avons donc l'écriture V0 prime égale à V0. Si deux vitesses sont identiques, on ne peut que dire que le mouvement est uniforme. Comme V0' est égal à V0, on peut donc conclure que et nous allons poursuivre la suite. Ouais. Le mouvement est uniforme. Je répète, le mouvement est uniforme car la vitesse finale appelée V' est identique à la vitesse
initiale. Alors, on a caractérisé l'information uniforme. Nous allons encore parler en 3, 2 plans. Alors, nous devons montrer que le mouvement est plan. Lorsque vous voulez montrer que le mouvement est plan, qu'est-ce que vous devez faire en premier? Vous devez d'abord faire l'étude dynamique. Après l'étude dynamique, vous devez appliquer le théorème de centre d'inertie. Et après le théorème de centre d'inertie, vous faites la projection dans le repère OIJK. Et après cette information, vous pouvez en déduire que le mouvement est plan. Alors, nous allons donner le système. Après le système, le référentiel. Et après le référentiel, le bilan des forces. Dans ce cas-là, nous allons donc nous donner les électrons. Et terrestres supposés galiléens. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire le bilan des forces. On a la force magnétique. Et pourquoi nous avons la force magnétique? Car nous sommes dans une chambre de déviation. Après la force magnétique qu'on appelle la force de Lorentz, nous allons donc appliquer le théorème du centre d'inertie. Ici, ce n'est pas d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique, mais plutôt le théorème du centre d'inertie. Donc nous allons donc dire, appliquons le théorème de centre d'inertie. Qu'est-ce que ce théorème nous dit? Et il s'agit donc de la deuxième loi de Newton. Le théorème nous dit que somme des forces extérieures est égale à MAG. Il s'agit donc de la deuxième loi de Newton. Dans ce cas-là, quelles sont donc les forces? La force magnétique qui est égale à MAG. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire avec la force magnétique avec vecteur qui est égale à Q avec valeur absolue V0 vectoriel P. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire long A Q V0 vectoriel B avec les vecteurs là-dessus qui est égal à MAG. Ici, l'on doit chercher à déterminer la valeur de A. Dans ce cas-là, l'on va trouver A avec vecteur G que nous pouvons donc enlever après. Et ici, avoir Q V0 vectoriel B sur la masse. À présent, nous allons donc faire disparaître les vecteurs de telle en sorte à avoir A qui est égal à Q V0B sur la masse. Lorsque vous faites disparaître les vecteurs, vous ne mettez plus le mot vectoriel. Parce que vous faites disparaître les vecteurs. On aura donc V0 fois B. Et vous pouvez donc remplacer U par son expression moins U. Dans ce cas-là, l'on obtient par la suite valeur absolue de moins E, V0, B sur M. Et valeur absolue d'un nombre appelé moins E va sortir E. C'est ce qui va engendrer la naissance de A égale donc à E, V0, B sur la masse. Car la valeur absolue d'un nombre négatif sont positives. Dans ce cas-là, nous allons donc trouver l'accélération. Et cette accélération est une constante. Une fois trouvée, nous allons encore faire la projection dans le repère OIJK. Et la projection va se faire dans le repère OIJK. Une fois que cette information est traduite, vous devez maintenant considérer le repère d'espace. Vous allez donc signifier que le repère porte le nom de repère d'espace.
Une fois que vous avez donné cette information, vous allez donc placer O là, Y ici, X là et Z ici. Sur Z, nous avons donc K. Sur Y, nous avons donc J. Et sur X, nous avons donc I. Une fois que c'est fait, nous allons donc placer sur l'axe des J, nous allons placer donc une vitesse qui va être appelée V0. Ce qui signifie que AD égale à 0 secondes, que l'on appelle condition initiale. Nous avons donc une information capitale, V0. Ici, nous allons donc faire la projection V0 s'il a des X, V0 s'il a des Y et V0 s'il a des Z. Et vous allez regarder, V0 s'il a des X, il n'y a pas de V0 s'il a des X, ce qui engendre 0. V0 s'il a des Y, V0 va s'il a des Y, il s'agit donc de V0. V0 s'il a des Z, il n'y a pas de V0 s'il a des Z, il s'agit donc de 0. Une fois que cette information est traduite, vous ne devez pas oublier une information capitale qui signifie que selon l'axe OK, long A qui est perpendiculaire à B avec des vecteurs et V à son tour est perpendiculaire à B. Une fois que cette information est traduite, nous avons donc dit la valeur de A est identique à la valeur de B. Ce qui signifie que A0, Z, car nous sommes sur l'axe OK, est égal à A0. Ce qui signifie aussi que V0, Z serait donc égal à V0. Étant donné que V0 s'il a l'air, Z est égal à 0, ce qui signifie que cette valeur est égale à 0. Comme A est perpendiculaire à B, ce qui signifie aussi que A est égal à une valeur de 0. Du coup, notre information est qualifiée tout en disant que les coordonnées de Z égale à 0, alors le mouvement est plan. Une fois que c'est fait, nous avons donc une information principale. Le mouvement est donc plan parce que les coordonnées des Z sont égales à 0. Ce plan donc va se dérouler dans le repère OIJ. Si jamais on vous demandait le plan. À présent, nous allons donc répondre à la dernière question du sujet, qui est de trouver en 3-3-3 que le mouvement est circulaire. Si le mouvement est circulaire, première technique à savoir, faire l'étude dynamique. Deuxième technique à savoir, appliquer le théorème de centre d'inertie. Troisième technique à savoir, faire la projection dans la base de Freinet coopérative. Pourquoi? Parce que le mouvement est circulaire. Donc, système, référentiel et bilan des forces. Car la répétition est pédagogique. Dans ce cas-là, le système, les électrons terrestres supposés galiléens. Vous remarquez que je n'abrège pas parce qu'il ne faut pas abréger au grand examen. Bilan des forces, la force magnétique, appelée force de Lorentz. Une fois que c'est fait, à présent, chers amis, vous devez donc appliquer le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie.
Ce qui sous-entend que somme des forces extérieures est égale à MA, qui est appelée la deuxième loi de Newton. Alors, quelles sont donc les forces? La force magnétique qui est égale à MA avec vecteur. Une fois que c'est fait, vous remplacez la force magnétique par Q V0 vectoriel B, tout en ne pas oublier les vecteurs, qui est égal à MAG. Et après cette information, tirez A. AG serait donc égal à Q V0 vectoriel B. La répétition est pédagogique. Alors, il faut répéter s'il y en a. Ici, vous obtenez donc voilà celui de moins E, V0, parce que je ne peux plus utiliser vecteur, que je vais mettre V0, B sur M. Conclusion finale, la valeur de A d'abord est égale à E, V0, B sur M, qui est égale à une constante. À présent, chers amis, en plus d'avoir montré que l'accélération est égale à cette valeur, vous devez faire donc la projection dans la base de Freinet. Projetons dans la base de Freinet. La base de Freinet a pour repère la normale et la tangentielle. Alors à présent, chers amis, quelles sont les différentes informations à connaître? C'est que A avec vecteur est égal à accélération normale de normale avec vecteur, additionné accélération tangentielle de tangentielle avec vecteur. Cette écriture-là, vous pouvez donc écrire sans vecteur. Et cela, vous dites A est égal à AN plus AD. Voici comment l'on écrit sans vecteur. Une fois que c'est fait, vous devez parler de chaque accélération. L'accélération sur la normale est égale à la vitesse au carré sur le rayon. L'accélération sur la tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ce qui va nous impliquer 0. Ça veut dire quoi? Que la vitesse est égale à R multiplié par oméga. Étant donné que R est égal au rayon et oméga égale à la pulsation, leur dérivée donnera donc 0. Vous allez donc remarquer qu'on a dérivé de R oméga par rapport au temps. Nous allons donc trouver 0. C'est pour cela que nous allons dire que l'accélération tangentielle donnera 0. Une fois que nous connaissons cette information, nous allons donc traduire en disant que A est égal désormais à AN. Dans ce cas-là, nous pouvons donc dire que nous avons suivi la normale. Et si l'on suit la normale, vous allez donc comprendre par là pourquoi l'on utilise A est égal à AN. Étant donné que AN est égal à la vitesse au carré sur le rayon et A est égal à E V0 B sur M que l'on a déterminé grâce au théorème du centre d'inertie, ce qui va donc impliquer l'information de A est égal à AN. Vous allez donc remplacer A par E V0 B sur M. On aura donc E V0 B sur M quant à l'autre AN est égal à V0. Et ici, vous devez donc déterminer le rayon pour savoir que le mouvement est circulaire. Car si le mouvement est circulaire, alors c'est caractérisé par son rayon. Vous allez donc faire preuve de quoi? On a R, E, V0, B égale à R, V0 au carré. Du coup, on aura R est égal à M, V0 au carré sur E, V0, B. Une fois que c'est fait, nous allons donc simplifier V0 et V0. On aura donc M, V0 sur E, B. Nous allons donc signifier que M, V0, E et B sont des constantes. Une fois que cette information est traduite, quelle est l'écriture qui donne des constantes même? L'écriture qui donne des constantes est appelée R, ce qui sous-entend que R est égal à une constante. Du coup, nous pouvons donc conclure tout en disant que le mouvement est circulaire uniforme. Donc, le mouvement est circulaire uniforme. Alors, à présent,
Vous avez donc très bien compris. Si jamais vous venez de trouver, quelle est la dernière question de votre sujet à présent? La dernière question nous demande de déterminer la valeur de B du champ magnétique B. Alors, nous allons donc mettre cette question-là. Déterminons la valeur de B du champ magnétique B. Alors, pour répondre à cette question, vous devez donc prendre l'information que vous avez donc utilisée ici. Tout en disant, on sait que R, d'après l'étude précédente, est égal à MV0 sur EB. Or, V0 est égal à la racine carrée de 2 multiplié par moins E multiplié par la tension sur la masse. Dans ce cas-là, une fois que cette affirmation sort, automatiquement, vous avez donc la relation moins E. Étant donné que la tension est négative, vous pouvez donc signifier cela. La tension étant inférieure à 0 et moins E est aussi inférieure à 0, ça sous-entend que l'écriture inférieure multipliée par l'autre écriture inférieure donnera une écriture suivante sous la forme de V0 égale à racine de 2E U sur M. Dans ce cas-là, vous allez donc remarquer une information capitale qui nous dit à présent que V0 serait donc remplacé par l'équivalent. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre cette étape, ça signifie que la valeur de E était négative et la tension du sujet est égale à moins 500. Moins 500 multiplié par moins E, on aura donc à présent supérieur à 0. Ce fait va nous dire que là on peut donc avoir R égale à R sur E, B, racine carrée de cette information-là. De E, U sur M. Alors ici, vous allez donc faire entrer le M à l'intérieur et le E à l'intérieur. Ce qui va montrer une information capitale qui se présente sous la forme de A, 1 sur A, racine de B, on aura donc 1 sur 1 et racine de B sur A au carré. Cette propriété-là, vous devez donc maîtriser. Si l'écriture est au dehors et ça décide d'entrer, on aura donc un carré. Alors ici, quelle est l'écriture que l'on peut avoir? R égale à 1 sur, et ici, l'on aura donc B racine de 2 E U M au carré sur, et ici, le E va entrer E au carré simplement, multiplié par la masse. Dans ce cas-là, R est égal à 1 sur B. Vous allez donc avoir la simplification des R, la simplification des E. On aura 2 et là, on aura U, M sur ici, un E et il n'y aura plus de M. Vous allez donc tirer la valeur de B. B va passer à la place de R et R va prendre sa place. Alors, B serait donc égal à 1 sur R, racine de 2 U R sur E. Une fois que cette information est traduite, vous allez donc commencer à utiliser l'application numérique. Ce qui sous-entend que l'application numérique de B serait donc égale à 1 sur R racine de 2 UR sur E. Dans le sujet, nous avons donc la distance appelée OC qui est égale à COP, qui est égale à N. Lorsque vous avez donc remarqué le sujet, vous remarquez à présent que OC ressemble à notre rayon. Alors, pour ce schéma, si vous vous rappelez bien, OC représente le rayon. Nous allons donc suivre ce schéma qui est appelé OC à travers notre caméra. Alors ici, voici l'information OC. OC est appelé dans le sujet L. Pourtant, cette distance, si là est un cas d'essai, c'est que la distance d'ici à ici représente le rayon. Alors, qui a pris la place de notre rayon? C'est ce que le professeur appelle L. Donc, chers amis, on peut aller dans notre sujet. CO' est égal à rayon. OC est égal à CO
primo qui est égal à L. Sachez bien que cette information est le rayon. Partout où nous voyons le rayon, nous allons donc remplacer par L. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? On pose que L est égal à notre rayon, car c'est le rayon qui est égal à OC, d'après le schéma qui est vous présenté. Ce qui signifie que B est égal à 1 sur L racine de 2 U R sur E. Étant donné que la tension est négative et la charge élémentaire aussi est négative, vous allez donc remarquer que l'on pourra faire simplement le calcul car il y aura simplification. Nous allons donc appliquer la technique suivante. On a B qui est égal à 1 et nous allons donc remplacer chaque n par leur valeur. La longueur qui est égale à le rayon de notre sujet est égale à 5 cm. Alors, vous mettez 5 et vous dites 10 puissance moins 2. Car 5 cm par mètre, vous devez avoir 10 puissance moins 2. Ici, racine carrée de 2 multiplié par la tension. La tension étant négative et E aussi étant négative, les deux vont se simplifier. Voici pourquoi vous ne voyez pas les deux de moins. Et ici, on aura donc 500. Une fois que c'est fait, nous allons donc multiplier par la masse. La masse est 9,1 10 puissance moins 31. Une fois que c'est fait, vous voyez la multiplication, et voici le nombre, le tout divisé par E. Pourtant, E est égal à 1,6, après simplification, 1,6 10 puissance moins 19. Et nous allons donc effectuer avec vous le calcul. Donc, lorsque vous trouvez B, vous mettez en Tesla, que P s'exprime en Tesla. Alors, à présent, nous allons calculer, chers amis, ensemble. Vous utilisez votre calculatrice et nous allons encore poser 1 sur 5, 10 puissance moins 2, multiplié par la racine de 2 fois alors, nous trouvons 1,50 et à lui derrière 10 puissance moins 3. Alors, à présent, pour ceux qui n'arrivent pas à voir, 1, on peut l'arrondir à 51, car le 8 arrondit le prochain, et mettre 10 puissance moins 3 Tesla. Alors, chers amis, j'ai été très content de partager cette vidéo de Force de Lorentz avec vous. Il s'agit donc du baccalauréat blanc Abidjan 1, c'est-à-dire